Salut dur à cuire et j'espère que vous allez hyper bien. Après ces quelques mois sans se voir, quelques mois qui ont été assez intenses, j'ai fait un voyage trop bien, vraiment, en Afrique du Sud. J'ai adoré, pays coup de cœur, de plusieurs semaines. Ensuite j'ai été hospitalisée à l'hôpital Cochin pour une congélation d'ovocytes. D'ailleurs j'encourage toutes les femmes à se renseigner là-dessus parce que c'est vraiment trop bien. Et là j'ai fait aussi une formation pour devenir secouriste bénévole et je vais être recrutée dans une antenne à Paris. Et oui, vraiment le cliché de la jeune trentenaire en crise existentielle. Mais bon, voilà, ça me manquait un petit peu de parler histoire. Et j'ai relu un livre, franchement un livre coup de cœur que j'avais déjà lu il y a quelques années, un sujet que j'adore. Franchement, cette vidéo, c'est une des vidéos qui m'a procuré le plus de plaisir à faire, parce que vraiment c'est un sujet dont on parle très peu dans le YouTube francophone. Les Amérindiennes. Voici le livre en question, donc c'est Squaw, la mémoire oubliée, donc de Patrick Deval. Franchement, mettez-le sous votre sapin. Si vous avez des amis qui aiment l'histoire, qui aiment l'histoire des femmes et qui aiment des sujets un petit peu niche, mais foncez, ce livre est incroyable et j'en reparlerai un petit peu après la vidéo. Bref, cette introduction fut beaucoup trop longue. Donc attaquons-nous à notre sujet du jour, à savoir qui étaient les Amérindiennes. Mais d'abord, commençons par la base, parce que les mots ont leur importance. Qu'est-ce qu'un Amérindien ? Et là, le terme d'Amérindien, c'est un peu comme le terme gaulois. C'est très pratique, et on est à peu près 100% à l'utiliser. Mais c'est totalement vide de sens. Vraiment, la notion d'identité amérindienne, comme on le verra, ça s'est vraiment construit au XXe siècle, au moment des luttes politiques, quand les Amérindiens, vous voyez, même moi j'utilise ce terme-là, faudrait peut-être dire autochtone, comme au Québec. Alors oui, dire le terme autochtone en France, c'est choquant, mais il faut savoir que au Québec, c'est comme ça qu'on désigne les Amérindiens. C'est pas du tout péjoratif. On peut dire aussi les Premières Nations. Forcément, il y a les Native Americans. Bon, on va continuer à dire Amérindiens parce que c'est pratique. Et donc, en fait, cette conscience d'être amérindien, ouais, ça s'est créé parce que les différents peuples ont eu le besoin de s'unir au XXe siècle pour porter des combats politiques, le combat des droits civiques, et notamment pour obtenir la nationalité américaine. Dites-vous bien que ce n'est qu'en 1924 que les Amérindiens ont obtenu la nationalité états-unienne. Historiquement, les Amérindiens, c'est une mosaïque de peuples répartis en grandes aires civilisationnelles. Alors, je vais vous montrer une carte où on voit justement ces grandes aires. Et accrochez-vous bien. Donc, au sein de ces grandes aires, il y a des peuples. Au sein de ces peuples, il y a des tribus. Aujourd'hui, qu'il y aurait à peu près 556 tribus, mais on estime qu'avant l'arrivée des Européens, il y en avait pratiquement le double. Et au sein de ces tribus, il y a des sous-groupes, avec souvent quand même des particularités culturelles assez singulières. Et au sein de ces sous-groupes, on a des familles, des clans, unis généralement derrière un chef. Ces Amérindiens, c'est vraiment des groupes fragmentés, c'est vraiment des mosaïques culturelles. Nous, quand on pense à Amérindiens, tout de suite on imagine le guerrier dans son tipi qui court puis galope après les bisons, mais en fait, c'est très infime. On peut pas comparer un Pueblo du Nouveau-Mexique à un Iroquois de l'État de New York à un Indien des plaines, comme un Comanche. Vraiment, c'est comme comparer pratiquement un Français et un Chinois, vous voyez. Et malheureusement, c'est ce qui va causer leur perte. Quand les Européens vont arriver, ils vont pas parvenir à s'unir. Alors, il y a eu quelques Vercingétorix locaux, par exemple lors de la bataille de Little Big Horn, cette très célèbre bataille qui vit la mort du détestable général Custer. Mais c'est anecdotique, et d'ailleurs, certaines tribus se détestaient tellement que quand les Européens sont arrivés, ils se sont servis des Européens pour prolonger leur guerre. Par exemple, vous savez que pendant très longtemps, les Français et les Anglais se sont querellés pour le contrôle de la Nouvelle-France, et donc dans leur lutte, ils vont s'appuyer sur des peuples amérindiens qui se détestaient. Par exemple, les Hurons vont s'allier aux Français alors que les Iroquois vont s'allier aux Anglais, et donc Hurons et Iroquois vont se faire la guerre. Enfin, vous voyez quand même le bordel. Donc ouais, Amérindien, ça veut rien dire. Mais bon, attaquons notre cœur du sujet, à savoir les Amérindiennes. Alors, vous vous doutez bien, je viens de passer 5 minutes à dire que les Amérindiens, c'était pas des personnes homogènes,
Donc vous doutez bien que la place de la femme, pareil, elle n'est pas du tout homogène, mais on peut quand même trouver certaines grandes tendances. Et c'est vrai que globalement, même si en cherchant bien sur Internet ou dans les livres, on peut trouver quelques contre-exemples, globalement, la femme amérindienne avait plus de droits que la femme française. Par exemple, on compte plusieurs tribus, pas toutes, mais plusieurs, qui étaient matrilinéaires. C'est le cas des Apaches. Donc dans ces sociétés, c'était la famille de la mère qui avait le pouvoir sur les enfants. Et d'ailleurs, les fils étaient élevés généralement par les oncles maternels. Et ça, c'est très important parce que ça changeait complètement la manière dont on percevait le fait d'avoir des filles, par exemple. Soyons honnêtes, en Chine, en France, avoir une fille, c'était pas forcément un cadeau. On préférait largement avoir des fils. Mais chez les Amérindiens, enfin chez ces tribus matrilinéaires, comme les enfants prenaient entre guillemets la nationalité de la mère, et du coup avoir des filles, c'était l'assurance d'avoir une tribu bien peuplée et d'avoir un renouvellement des générations. Donc c'était pas du tout vu comme un fardeau ou un signe de mauvaise chance. Mais les mieux lotis, c'était sans conteste les Amérindiennes issues de sociétés sédentaires et agricoles, parce que oui, la majorité des Amérindiens étaient sédentaires et avaient des moyens de subsistance basés sur l'agriculture. Là encore, les Indiens des plaines, les nomades qui chassaient le bison, c'était une grande minorité. Donc ces Indiens, on les trouve surtout dans l'est des États-Unis, dans le sud. Alors, il y avait des sédentaires aussi dans le nord-ouest, mais c'était surtout des chasseurs-cueilleurs. Mais comme le gibier était vraiment en abondance dans le nord-ouest, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu besoin en fait de pratiquer l'agriculture. Mais dans les sociétés agricoles, en fait, c'était les femmes qui étaient en charge justement de l'agriculture. Et comme c'était le principal moyen de subsistance, et du coup, c'était les femmes entre guillemets qui ramenaient le pain sur la table. Et donc du coup, ça leur confiait quand même un statut plus que prestigieux et beaucoup de respect. Mais les plus modernes dans ce plan-là, et les plus modernes tout court d'ailleurs, politiquement, c'était les Iroquois. Les Iroquois, c'était une fédération de tribus, donc dans l'actuel sud-est du Canada et aux alentours de l'État de New York. Et franchement, les Iroquois, ils avaient un système politique qui avait rien à envier au nôtre aujourd'hui. D'ailleurs, on dit que la Grèce est le berceau de la démocratie, mais les Iroquois, franchement, c'était pas mal. Donc ils avaient déjà une constitution. D'ailleurs, j'ai même lu que, soi-disant, la constitution américaine de 1776 se serait en partie inspirée de la constitution iroquoise. Et régulièrement, donc ces différents peuples se réunissaient en assemblée dans lequel les sujets, on va dire, importants ont été traités. Et donc chaque tribu envoyait des ambassadeurs, des sortes de députés à cette assemblée. Et très souvent, d'ailleurs, ces députés, entre guillemets, étaient des femmes. Et ça, on le sait notamment grâce à un gars de chez nous, grâce à l'auteur Chateaubriand, donc qui au XVIIIe siècle avait voyagé aux États-Unis, et il avait été très 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 surpris justement de ce système politique iroquois. Et, alors généralement, j'évite un peu de lire quand je fais une vidéo, mais là, je ne m'expliquerai pas mieux que Chateaubriand. Donc attendez. J'ai trouvé cette citation. Donc il l'écrit dans son voyage en Amérique, publié en 1827. Chaque famille fournissait un député nommé par les femmes, qui choisissait souvent une femme pour les représenter. Ainsi, la première puissance appartenait aux femmes, dont les hommes ne se disaient que lieutenants. Les Iroquois avaient pensé qu'on ne devait pas se priver de l'assistance d'un sexe dont l'esprit délié et ingénieux et fécond en ressources et sait agir sur le cœur humain. À l'époque, on n'aurait pas dit ça, de française, d'italienne ou d'allemande. Bon, alors bien sûr, vous vous en doutez, tout n'était pas non plus très rose. Par exemple, chez les Indiens des plaines notamment. Alors, les Indiens des plaines, c'est vrai que c'est un peu une figure romantique et tout, mais c'était, on va dire, les moins féministes du lot. Par exemple, les violences domestiques, c'était un peu la norme, et c'était même un droit pour un homme de battre sa femme. Donc souvent, les mariages étaient arrangés, et c'est vrai que c'était précoce. Les jeunes filles se mariaient très souvent à 14, 15, 16 ans. Mais, par contre, avancé majeur, le divorce était banalisé. C'était très facile de divorcer, et c'était pas du tout tabou. Mais bon, ça n'enlève rien quand même au statut important qu'avait la femme. Alors, il y a eu très peu de femmes chefs en tant
que telles, mais elles avaient quand même un grand pouvoir décisionnaire, et ça, on le voit aussi dans les mythologies, hein. Par exemple, pour les Indiens du sud, hein, des États-Unis, oui, je raisonne en termes modernes parce que c'est beaucoup plus facile. Par exemple, chez les Pueblos, c'est la déesse du maïs qui a créé les hommes, qui a créé la terre, qui a créé l'univers. Les femmes sont plus associées au divin que les hommes, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve beaucoup plus de guérisseuses que de guérisseurs, beaucoup plus de chamanes femmes que de chamans hommes. Et d'ailleurs, je trouvais ça intéressant de faire une petite parenthèse sur les bardages, ou les two spirits. Donc ces bardages, donc ces personnes trans, étaient très associées au spirituel. Donc c'était souvent des hommes du coup qui portaient le vêtement féminin, qui s'identifiaient comme femmes et qui du coup étaient guérisseurs, étaient chamanes, et on leur prêtait vraiment des pouvoirs surnaturels. On les concevait, on les imaginait plus proches en fait du divin que les autres. Bon, alors bien sûr, vous en doutez, l'arrivée des Européens va un peu bouleverser tout ça. Et s'agissant des Amérindiennes, bah écoutez, selon le pays, ça changeait beaucoup. Par exemple, quand les Espagnols sont arrivés, ils ont beaucoup encouragé le métissage. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo sur Manuela Sáenz, hein, une grande dame de l'histoire de l'Équateur. Bah, elle avait des origines amérindiennes, et c'est vrai que beaucoup de nobles locaux étaient des métis, hein, fruits des amours des Espagnols, enfin des amours. Ça dépendait des cas. Des Espagnols avec des Amérindiennes, et c'était encouragé vraiment, parce que les Espagnols, c'est simple, ils voulaient assimiler les Amérindiens, ils voulaient qu'ils deviennent catholiques, et pour devenir des bons catholiques, il fallait épouser des Espagnols. Chez les Anglais, par contre, c'était très mal vu le métissage. Alors l'Angleterre va mettre un point d'honneur à amener beaucoup de blanches, hein, et très vite à avoir des colonies de peuplement, justement, pour empêcher ces mariages. D'ailleurs, il y a eu des Tobacco Girls, c'était beaucoup de jeunes filles classe populaire étaient, on va dire, même vendues, hein, à des colons en échange de caisses de tabac. Ouais. Donc non, du côté de l'Angleterre, effectivement, les Amérindiens n'étaient pas très bien vus. Les Français, nous, écoutez, on était des opportunistes. C'était courant, hein, que les coureurs des bois, donc les trappeurs, épousent des Amérindiennes, parce qu'elles leur servaient de traductrices, parce qu'elles étaient considérées comme beaucoup plus coriaces, hein, que les blanches. Mais en même temps, on a essayé quand même de faire des colonies de peuplement. Alors, ça a marché, on va dire, dans une certaine mesure, hein, c'est notamment les filles du roi. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, je crois, sur les clichés historiques. Les filles du roi n'étaient pas des prostituées, hein, c'était au XVIIe siècle. C'était des jeunes filles, souvent de classe populaire, du coup, qu'on envoyait en Amérique, hein, pour qu'elles épousent des habitants de la Nouvelle-France et fassent des enfants. Alors, ça a marché dans le sens où la population de Nouvelle-France a pratiquement quintuplé, sauf qu'on partait de très bas, donc le résultat final a été assez bas. Mais je reviens dessus, hein, dans cette vidéo sur les clichés historiques. Bref, en France, on était des opportunistes. J'aimerais aussi ouvrir une petite parenthèse sur un autre métissage beaucoup moins médiatisé, les Black Indians. Donc dans le sud des États-Unis, hein, voilà, on connaît tous, hein, la réalité de l'esclavage, sauf que il arrivait que des esclaves de Géorgie ou de Floride, qui s'échappaient donc de leur plantation, trouvent refuge dans les tribus amérindiennes. Et c'était pas anecdotique, hein. Par exemple, en 1810, donc chez les Séminoles, donc le principal peuple amérindien de Floride, il y avait à peu près 200 métis noirs amérindiens, et honnêtement, ils étaient plutôt bien acceptés chez les Amérindiens. Bon, le 19e siècle apocalyptique pour les Indiens. C'est la piste des larmes, par exemple, hein, quand les Indiens de l'Est ont dû déménager. Enfin, déménager. Non, ils ont été convoyés à marche forcée vers l'Ouest pour être parqués dans des réserves sans aucune ressource. Je sais plus le nombre de morts, mais c'était presque la moitié d'entre eux qui sont morts en chemin. Donc génocide culturel parce que c'est le siècle des pensionnats, hein, vous savez, où on arrachait les enfants amérindiens à leur famille pour les mettre dans des pensionnats chrétiens, protestants ou catholiques selon la région, pour en faire des parfaits petits Américains ou Canadiens. Bien sûr, je vous dis pas les horreurs, hein, agression sexuelle, maltraitance, mort. Et d'ailleurs, au Canada, de mémoire, ces pensionnats ont duré jusque dans les années 1980. On allait chercher des enfants autochtones là dans des communautés éloignées du Québec. Hop, on les amenait à la ville. Et beaucoup ont disparu. Et d'ailleurs, quand on fouille là dans les terrains de ces internats, on trouve des squelettes à la pelle d'enfants non identifiés. Enfin, mais horrible, horrible. D'ailleurs, je sais pas si vous avez regardé la série Anne with E,
Anne avec un E, là sur Netflix, dans la dernière saison, on voit justement une amie amérindienne de Anne qui est totalement leurrée et qui finit dans un de ces pensionnats. Bon, alors certaines de ces amérindiennes vont quand même être assez intelligentes pour utiliser les armes des Occidentaux contre eux. Et on voit plein d'Amérindiennes passer par ces pensionnats qui vont justement utiliser l'écriture, la culture, pour sauver la culture de leur peuple. Je pense notamment à Zid Kalassa, donc qui fut une musicienne, hein, la première amérindienne à avoir écrit un opéra, et qui fut aussi une grande lobbyiste. Donc elle a notamment cofondé un groupe de pression pour défendre les droits civils, donc des Indiens. Je pense aussi à Jane Schoolcraft, donc qui était mi-indienne, mi-irlandaise, mi-amérindienne, excusez-moi, et qui est devenue la première écrivaine native américaine et qui a notamment consacré sa vie à coucher par écrit toutes les traditions de son peuple, de sa tribu, parce que justement c'était un savoir oral qui se transmettait, et justement malheureusement on a perdu une grande partie de ce savoir, mais voilà, elle avait à cœur de le maintenir. Bon, alors, pour cette dernière partie, bien sûr, hein, vous savez que j'adore l'histoire militaire des femmes, donc j'étais obligée de vous parler de guerrières. Alors, non, hein, toutes les Amérindiennes n'étaient pas des guerrières, hein, on n'est pas chez les Sith. Mais, dans l'histoire, quand même, des Amérindiens, on trouve beaucoup de femmes guerrières, et malheureusement, comme c'était des régions de tradition orale, mon avis, les 99% sont des noms disparus aujourd'hui, mais déjà au 19e et 18e siècle, on en voit. Moi, je pense à Witamo, notamment une Wampanoag. Witamo, c'est pas n'importe qui, donc c'était déjà une fille de chef. Son père n'a pas eu de fils, donc c'est elle qui a hérité de la chefferie, déjà, chose assez rare. Et surtout, c'était la belle-fille de Massasoit. Massasoit, c'est important. Vous savez, Thanksgiving, là, les Amérindiens qui ont apporté de la nourriture aux colons, c'était Massasoit, le chef à l'époque. C'est lui qui a décidé d'aider les colons. Alors là, franchement, s'il y a bien un truc qui montre que le karma n'existe pas, c'est l'histoire de Massasoit. Trop bon, trop con, comme on dit. Et donc, le fils de Massasoit va déclarer la guerre contre les Anglais. Donc forcément, Witamo et son mari, donc son mari c'était le frère du fils de Massasoit, Matakome, je sais c'est compliqué. Et ils vont se battre et Witamo va avoir à ses ordres une centaine de soldats, de guerriers. Bon, malheureusement, bien sûr, hein, donc ça s'appelle la guerre du roi Philippe. Bien sûr, les Amérindiens, vous en doutez, vont mal finir. Et ils vont être pourchassés et Witamo va malheureusement se noyer justement en échappant aux Anglais. Mais franchement, une très très belle figure guerrière. Et il y en a eu d'autres, il y en a eu tellement d'autres. Donc, il y en a eu une autre. Alors, on ne sait pas beaucoup de choses sur elle. On sait qu'elle s'appelait Buffalo Calf Road Woman. Oui, notez le bel accent. Et encore, dites-vous que j'ai habité fut un temps aux États-Unis ou au Canada. Dites-vous le désastre que ça aurait été sans ça. Déjà que le désastre, il est là, alors imaginez. Cette femme, cette guerrière, aurait, pendant la bataille de Little Big Horn, fait tomber que sang de son cheval. Non, il y en a eu d'autres, par contre, beaucoup plus documentées. C'est le cas, par exemple, des deux guerrières, Lozen et Datest, qui ont combattu pendant plus d'1 an aux côtés de Geronimo. Peut-être un des résistants indiens les plus célèbres. Bon, alors, le XXe siècle... le XXe siècle, c'est assez paradoxal parce que alors que effectivement les Amérindiens vont tenter de s'unir pour améliorer leurs conditions, c'est aussi le siècle vraiment du cliché, hein. C'est le siècle de la squaw, quo, à la base un nom neutre. Au XXe siècle, a quand même pris une grosse connotation péjorative, hein. C'est vraiment, ça renvoie au cliché de l'Amérindienne. C'est vrai qu'on l'a représentée soit comme la femme soumise, la femme objet, ou au contraire comme la tentatrice qui aimait se balader à moitié nue. Ça, c'était quand elle était représentée, hein. Pourtant, ça avait bien commencé, puisqu'il faut savoir que le premier film tourné à Hollywood, donc en 1914, The Squaw Man, met en scène une vraie Amérindienne. C'était une Indienne du Nebraska qui s'appelait Red Wing. Mais ensuite, c'est souvent des Mexicaines ou des Blanches qui vont être castées comme des Amérindiennes. On voulait pas d'amérindiennes sur le tournage, on trouvait que c'était pas vendeur, ça aurait pas mobilisé les foules. Les Amérindiens dans les films, c'était les méchants, alors hors de question d'avoir une actrice amérindienne qui crevait l'écran, vous voyez, et qui, comble de l'horreur, épousait le gentil cow-boy. Depuis les 30-40 dernières années, il y a quelques changements. Des femmes ont essayé quand même de percer ce plafond de verre de la culture. On peut penser à Sachim Little Feather, vous savez, cette femme qui en 75, pendant la cérémonie des Oscars, a fait beaucoup parler d'elle, puisqu'en fait elle s'est présentée sur scène
à la place de Marlon Brando, qui avait gagné le prix du meilleur acteur pour Le Parrain, et avait refusé le prix en son nom, et avait essayé de sensibiliser la foule justement à la manière dont les Amérindiens étaient très maltraités, aux violences policières. Bon, alors sachant de Sachim, Little Feather, là, faut prendre avec des pincettes. Elle est morte en 2022. Et au moment de sa mort, ses sœurs ont balancé qu'en fait, elle n'aurait pas d'origine amérindienne, juste mexicaine. Donc c'est encore un sujet un petit peu sensible, puisque du coup, elle, effectivement, a gagné une renommée mondiale, hein, ça a vraiment fait le buzz, hein, cette cérémonie des Oscars, justement en se prétendant amérindienne. Donc ouais, sujet un petit peu touchy. Mais bon, par la suite, elle a quand même été réalisatrice et a produit beaucoup de documentaires et de films, justement, sur les Amérindiens. Donc ouais, délicat comme question. Et en 2024, Lily Gladstone a gagné le prix de la meilleure actrice pour le film Killer of the Flower Moon. Alors, j'ai pas du tout accroché à ce film. J'avais lu enfin, n'importe quoi. J'avais écouté un podcast de Autant n'emporte l'histoire sur justement le meurtre des Indiens Osages. Donc le fait divers sur lequel est basé ce film. Et encore, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Encore le film, beaucoup trop contemplatif pour moi. Je sais pas, j'étais trop biberonnée au blockbuster. J'avoue que je suis passée totalement à côté de ce film. Alors, je sais pas si vous l'avez aimé. Bon, alors on parle beaucoup de culture, mais la politique, ça va mieux. C'est pas fou, mais ça va un peu mieux. En 2018, deux Amérindiennes ont été élues au Congrès. Il y en a même une, Sherice David, donc du Kansas, qui a été la première Amérindienne LGBT à être élue au Congrès. Et aujourd'hui, alors actuellement, effectivement, politiquement, ça bouge beaucoup aux États-Unis, hein. Là, l'élection américaine vient de se passer, mais au Congrès de mémoire, elles sont deux. Bon, après, je vais pas vous le cacher, être une Amérindienne aujourd'hui, c'est toujours très 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 difficile. Il y a le taux de violence domestique, une Amérindienne sur trois va être victime d'un viol. Vous pouvez disparaître, être tué, tout le monde s'en fout. Regardez l'autoroute des larmes. Alors on commence, je trouve, là, depuis quelques années à parler de la Highway of Tears, l'autoroute des larmes. Il y a des youtubeurs, notamment, même en France, qui se sont emparés du sujet. Mais c'est dramatique. Vous savez, c'est cette autoroute, c'est là dans l'ouest du Canada, où depuis les années 70, des centaines de jeunes femmes autochtones sont portées disparues ou ont été retrouvées mortes, et personne n'a été inculpé. Robert Picton, là, vous savez, le tueur en série canadien si connu parce c'était un éleveur porcin et donc il donnait les cadavres des femmes qu'il avait tuées à manger à ses cochons, là. Bah, il aurait tué, je sais pas, au moins une cinquantaine de femmes, et majoritairement des prostituées autochtones. Donc tout le monde s'en foutait. Il a fallu des années avant que enfin on daigne s'intéresser à lui. Donc voilà, donc c'est vrai qu'être aujourd'hui une Amérindienne, c'est pas forcément la position la plus enviable. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et franchement, je radote, hein, mais le livre là, il est incroyable, il est beau. Oh, il y a des images dedans. On verra rien, hein. Mais il y a un équilibre parfait en fait entre l'écriture et les photos. Moi, j'aime pas les livres où il y a trop de photos. Je... Mais là, franchement, l'équilibre, il est parfait. Le sujet, il est passionnant. Il est vraiment très, très, très complet. Et franchement, si vous voulez des cadeaux, là, je radote de fou, hein, allez vers ce livre. Il est trop bien. Et écoutez, ben, cette vidéo risque d'être un petit peu longue. C'est une vidéo de comeback. Et je vous dis à très, très bientôt pour une autre vidéo. Et bon mois de novembre.